Bonsoir chérie. Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le premier président de la Cour suprême se prononce sur la crise que traverse la justice. Selon lui, ce sentiment inhabituel de malaise peut porter atteinte à son indépendance et à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs. Sans prendre position, Cheikh Tidiane Coulibaly tente de dégonfler la polémique lancée entre les magistrats et le ministre de la Justice. On vous explique tout dans cette édition. Saisi d'une importante quantité de produits aphrodisiaques à Kaffrine, il s'agit de plus de 400 kg de faux médicaments d'une valeur de près de 19 millions de francs CFA. Les détails dans ce journal. Perturbations dans la distribution de l'eau, le retour à la normale s'effectue graduellement. La CNO a annoncé la fin des travaux à l'origine de ce dysfonctionnement. Vous le verrez, beaucoup de quartiers dans Dakar ont pâti de ce manque d'eau. Reportage à suivre. Attaqué de toutes parts, y compris par ceux qui l'animent, ce charivari a poussé le premier président de la Cour suprême à sortir de sa réserve, comme pour éviter que la justice sénégalaise ne sombre dans une pétaudière. Cheikh Tidiane Coulibaly en appelle à la responsabilité de tous les acteurs judiciaires. Daniel Diouf. Dans son communiqué, le premier président de la Cour suprême en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du système judiciaire et en particulier à celle de tous les magistrats du siège et du parquet. Le premier président de la Cour suprême de préciser qu'il n'est pas tolérable que par leur comportement, les magistrats eux-mêmes contribuent à semer le doute sur la crédibilité de l'institution judiciaire de nature à remettre en cause leur propre indépendance et celle de la justice. Selon Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, la Constitution de la République du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne la possibilité à l'exécutif de prendre des mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Mais cela ne doit pas être un moyen pour ce pouvoir exécutif de porter atteinte aux principes constitutionnels régissant l'organisation et le bon fonctionnement de la justice. Seul le respect de ces principes permet aux magistrats d'être les gardiens des droits et libertés définies par la Constitution et la loi, précise Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. Le premier président de la Cour suprême poursuit « Autant je m'emploierai à protéger le pouvoir judiciaire contre toute atteinte pouvant me remettre en cause son indépendance et la dignité de ses membres, autant j'exigerai de la part des magistrats un comportement exemplaire. Le pouvoir de discipline du Conseil que j'ai l'honneur de présider est exercé exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature, composé uniquement de mes pairs. Selon le premier président de la Cour suprême, le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, même à l'égard des magistrats du parquet, et ne peut que dénoncer au CSM, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, les faits motivant les poursuites disciplinaires. Le ministre de la Justice ne dispose pas non plus de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat qui est traduit devant le tribunal de ses pairs. Le premier président de la Cour suprême de conclure « Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique ». Merci beaucoup Daniel. Saisi de 426 kg de faux médicaments d'une valeur de près de 19 millions de francs CFA par la brigade mobile des douanes. La marchandise a été transportée à bord d'une berline. Il s'agissait essentiellement de produits aphrodisiaques. Voyons tout cela avec Omar Diaye. Il s'agit de 426 kg de faux médicaments qui ont été saisis par la brigade mobile des douanes de Kaffrine à la veille du Magal. Les produits contrefaits étaient transportés à bord d'une berline
prise en filature. La voiture qui tentait de s'échapper s'est finalement embourbée à hauteur du quartier Escale dans la commune de Kaffrine. La marchandise est évaluée à 18 557 000 francs CFA. Au même moment, à Kaolack, plus précisément à Keur Socé, une saisie de 240 kg de chanvre indien a été effectuée alors que la semaine dernière à Koungheul, c'était plus de 2 tonnes. Ce qui prouve que l'axe Kaffrine-Kaolack est un carrefour et une zone de transit pour les trafiquants. Toutefois, la douane les traque constamment et parvient à les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup Omar. De l'électricité dans l'air au conseil municipal de Bambilor, le premier adjoint au maire réprouve la gestion solitaire de l'édile, argument réfuté par les partisans du maire qui parlent d'une instrumentalisation politique. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassamb. Conférence de presse, le premier adjoint au maire de Bambilor déplore ce qu'il considère comme une gestion solitaire de l'édile de la localité. Normalement, on ne peut pas comprendre un village aujourd'hui où tu pars, tu trouves un conseiller qui te dit que je ne suis pas au courant de telle chose qui se passe dans son propre village. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous tous nous soyons d'accord que la commune de Bambilor est dans une situation de pilotage à vue. Au plan politique, il défend la légitimité du coordonnateur de leur parti dans la zone. Alors, cela s'est passé en 2019. La veille où j'ai dit à Michel Maire qu'il fallait qu'il s'accompagne avec Omar Gueye, je l'avais dit à l'époque, qu'en politique, ce qui est valable le matin n'est pas valable le soir. Le matin, on voulait élire le maire de Bambilor comme député, mais le soir, on devait vraiment aider le président à pouvoir remplir pour un deuxième mandat. Moi, je ne suis pas instrumentalisé par quiconque que ce soit, parce qu'eux, ils m'ont trouvé dans le parti. Et c'est moi qui ai facilité leur intégration dans le parti. La réaction des proches du maire ne s'est pas fait attendre. Il le renvoie aux propos qu'il avait récemment tenus lors de la visite du chef de l'État dans la localité. Donc tout ce que le maire fait avant le conseil municipal, il se réunit en bureau. Donc ça, ce n'est pas une gestion solitaire. Le geste, c'est une question de jalousie et de stratégie politique. Je vous le demande de voir tout ce qu'il a dit avant cette point de presse qu'il a fait avant-hier. C'est ce qu'il a dit. Si Ndiaye Diop, avec tout ce qu'il a fait pour le parti, lorsque le président venait ici, il a rassemblé plus de 117 cars. Tout l'argent, il l'a mis entre mes mains. Donc, si Ndiaye Diop est sanctionné, moi, je vais quitter le parti, c'est ce qu'avait dit M. Mbeng. Si Ndiaye Diop est sanctionné, moi, je quitte le parti. Ses proches du maire de Bambilor signalent que ce dernier a été simplement instrumentalisé pour des prébendes politiques. Merci beaucoup Ousseynou. Venons-en à la perturbation de la distribution de l'eau à Dakar. La Sen'Eau annonce le retour à la normale de manière graduelle, mais ces dernières 48 heures, les populations ont pâti de cette situation. Illustration à Yoff, Fadbintou Conté et Diafaraba. À Yoff, les robinets ne coulent plus depuis 2 jours. Une pénurie d'eau courante en cette période de chaleur élevée irrite les femmes. On ne peut pas vivre sans eau, c'est impossible. Surtout avec nos maisons où vivent des familles élargies, c'est assez dur. Ils pouvaient bien nous aider en ouvrant au moins les robinets à certaines heures. Mais rester pendant 24 heures sans eau, c'est inadmissible. Depuis avant-hier, nous n'avons pas d'eau. C'est dur pour tout le monde. Comme vous le voyez, nous sommes fatigués, très fatigués. Depuis 4 heures du matin, nous sommes là à la recherche du liquide précieux. Debout vers les coups de 4 heures du matin à la recherche du liquide précieux, les Yoffoises expriment leur peine. Depuis 5 heures, les gens sont là à la recherche d'eau. Mais vous voyez comme c'est dur. D'ailleurs, elles sont obligées de se rabattre sur des puits construits le long de la mer, mais cette eau est impropre à la consommation. Ils n'ont pas d'eau, même pas de quoi boire, c'est difficile et cette eau du puits est impropre à la consommation. Période marquée par la pandémie du coronavirus, les populations s'inquiètent également du respect des conditions d'hygiène. Si votre maison n'est pas propre, les enfants ne sont pas lavés depuis hier, alors que la pandémie est là, sincèrement, cela n'arrange pas les choses.
On nous parle de coronavirus qui exige au moins un minimum d'hygiène. Alors que les robinets sont fermés, ce sera compliqué. Il faut dire que cette pénurie d'eau entre le sommet des populations, surtout ici à Yoff, une situation qui constitue également un frein au respect des mesures préventives contre la Covid-19. Et revenons, Fadmintou, justement sur l'origine de ces perturbations. Hormis les travaux de raccordement de la conduite de KMS3 et à l'usine de suppression de Mekhe, une importante fuite d'eau est survenue au point B de Dakar. Ce site, vous le savez, est très important dans l'alimentation. C'est même le cœur du système, selon les responsables de la Sen'Eau. Nos équipes ont assisté aux travaux, à l'achèvement des travaux. Ibou Diouf, Diafaraba. Le manque d'eau noté dans certains quartiers de la capitale a mobilisé les acteurs en charge de la distribution du liquide précieux à Dakar et environ. Une occasion également pour revenir sur les causes de cette pénurie. Pourquoi cette journée aujourd'hui? Parce que l'importance de ce site fait qu'il y a des situations et des dysfonctionnements que nous ne pouvons pas permettre de laisser perdurer. L'arrêt de ce site entraîne l'arrêt des systèmes de pompage vers les différents réservoirs qui alimentent donc la ville de Dakar. Aujourd'hui, ce site, nous avons des difficultés à l'isoler pour des besoins d'entretien. Nous avons des difficultés à le sécuriser en cas de dysfonctionnement sur les installations électriques. Et nous avons un incident, une fuite importante que nous n'arrivons pas à réparer, à traiter dans les règles de l'art. Des travaux à l'usine B de Dakar, un des sites stratégiques dont le système d'alimentation d'eau potable sont à l'origine de ces désagréments. Quand cette usine fonctionne correctement, le système fonctionne correctement. Il n'y a qu'une partie des localités de Rufisque et de la banlieue qui sont alimentées. Mais sinon, Dakar-Ville n'est pas alimentée parce que Dakar-Ville est alimentée à partir de ce site. Pour éviter ces manquements, des travaux sont engagés. Il s'agit du raccordement de la conduite KMS3 et des travaux d'entretien d'installation de l'usine du Point Ebé. C'est le cœur du système et vous le voyez tel qu'il est. Il va être relifté. Nous pensons que dans quelques mois, quand vous reviendrez sur ce site, vous ne le reconnaîtrez pas. Disons, c'est le projet de relifting du Point B qu'on appelle en route vers le forum. Les travaux sont prévus pour durer 10 à 12 heures. Le manque d'eau dans la capitale et à l'intérieur du pays, une situation déplorable qui mobilise les acteurs en charge de cette question. Cette fois, la situation est due aux travaux de maintenance sur les ouvrages de Mekhe et du Point B de front de terre à Dakar. Alors maintenant, dans le sud, où le plan Orsec est déclenché dans la région de Sédhiou pour soutenir les 1758 sinistrés suite aux fortes pluies enregistrées cette année dans la région. La première tranche évaluée à 60 millions de francs CFA a fait l'objet de réception par le gouverneur de Sédhiou. Du matériel de construction et des motopompes ont été alloués à la région pour faire face à une éventuelle montée des eaux dans certaines zones, surtout dans les rizières inondées. Papa Demba Diallo est avec notre équipe à Sédhiou. De notre présence aujourd'hui, c'est procéder à la réception du matériel qui a été mis à la disposition du comité, un peu pour aider les sinistrés, n'est-ce pas, des pluies du 5. Et on avait fait une expression de besoin conformément, n'est-ce pas, aux instructions du niveau central. Cette évaluation a été faite et en fonction de cette évaluation, une enveloppe a été dégagée pour la région de Sédhiou. Une enveloppe qui tourne autour de 60 millions. Et pour un peu l'achat en tout cas des appuis à mettre à la disposition de ces sinistrés. Il faut dire également qu'on avait dénombré 458 sinistrés à la suite des pluies du 5. Et après cela, n'est-ce pas, d'autres, avec la poursuite des pluies effectivement, d'autres sinistrés ont été recensés au nombre de 1300. Et il faut rappeler également que le montant de ces cash transferts tourne autour de 100 000 à 200 000 francs CFA. Ce premier lot est composé de matelas, comme vous le voyez, ensuite de ciment, de zinc, n'est-ce pas? Ça, c'est pour permettre, en tout cas, aux sinistrés de pouvoir rapidement reconstruire, n'est-ce pas, leur bâtiment, reconstruire leurs murs.
Restons dans le sud, ça y est, la rentrée universitaire est définitive à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le recteur Mamadou Badji et son équipe ont visité les salles de cours pour constater la présence des étudiants et des enseignants. Ce qu'il faut retenir selon eux, c'est que l'essentiel des infrastructures exigées par les étudiants comme condition d'une reprise de l'année universitaire est livrée. Voyons tout cela avec le professeur Mamadou Badji avec notre équipe à Ziguinchor. Tout le plaisir que nous avons après avoir parcouru un certain nombre de salles de cours et d'amphithéâtres, de constater que la reprise est effective en dépit d'effectifs plus ou moins dispersés selon les salles et les amphis. Alors, côté infrastructure, il y a lieu de relever deux choses. La première chose, c'est que il y a, par rapport aux exigences des étudiants relativement à ces infrastructures, un accent mis sur la réception des 16 salles de cours, des laboratoires et des chapiteaux. À l'heure où je vous parle, c'est quelque chose qui vient d'être fait. La deuxième chose, c'est par rapport aux autres infrastructures que sont l'amphithéâtre de 150 places, l'amphithéâtre de 250 places, pour lesquels, dans les semaines qui viennent, la réception de ces infrastructures sera également effective, ce qui ferait de l'ensemble des chantiers qui concernent l'activité pédagogique sera réceptionné. Beaucoup parmi vous l'ont peut-être expérimenté, avoir un job d'appoint durant ces années estudiantines. Notre reportage du jour nous fait découvrir des jeunes qui sont allés beaucoup plus loin. Vous allez le voir dans ce reportage, tout en poursuivant leurs études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Omar Cissé et ses camarades ont déjà un pied dans le monde des affaires. Ils se sont lancés dans la vente de produits de beauté. Regardez ce reportage fascinant de Aminata Mbarisso et Thierno Lormeti. Déjà, à l'entrée du marché HLM, il marque sa présence par son port vestimentaire, mais aussi par la manière dont il aborde sa clientèle. Je suis à la FJP, faculté des sciences juridiques et politiques, fac droit. Cheikh Omar Cissé, étudiant en licence 3 à la faculté de droit, gère en même temps cette boutique cosmétique, le palais des étudiants. Les études ne garantissent plus l'emploi. Nous, étant des jeunes, on s'est regroupés, un petit groupe, et on a décidé d'entreprendre, de créer notre propre affaire. Une initiative prise avec d'autres camarades étudiants grâce à des cotisations tirées des bourses. Quand tu es étudiant aussi, tu as, quoi qu'on puisse dire, tu as une petite somme en poche. C'est ainsi qu'on a créé cela. Une variété de produits proposés à des prix dits étudiants. On vend tout ça à des prix étudiants. Parce que si vous voyez la boutique, le produit le plus cher ne dépasse pas 2000 francs. Omar Cissé et ses camarades étudiants ne manquent pas d'astuces. Ceux qui vont faire cours vont faire cours, ceux qui n'ont pas cours vont venir. Leur présence au marché HLM ne laisse pas indifférents les passants. Omar Cissé et sa collègue Khoudia usent de toute stratégie pour attirer la clientèle en premier, les étudiants. Merci beaucoup Aminata et un grand bravo à ces étudiants. Dans l'actualité internationale, la faim dans le monde qui va frapper plus de 100 millions de personnes selon la Banque mondiale. Et puis le verdict du procès de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya. Et puis le procès de Guillaume Soro au tribunal criminel d'Abidjan qui se prépare. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Daniel Diouf. 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans le monde seront frappées par l'extrême pauvreté cette année du fait de la Covid-19. Une annonce de la Banque mondiale. De plus en plus de citadins sont concernés. La toute première fois depuis plus de 20 ans que le taux mondial d'extrême pauvreté va augmenter selon la Banque mondiale. Et d'ici 2021, ce chiffre risque de monter jusqu'à 150 millions de personnes supplémentaires vivant avec seulement $1,90 par jour. Ces images qui rappellent l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya, c'était en 2013. Le verdict du procès est tombé. 7 ans que les familles attendaient ce verdict.
Après 5 reports, le juge a finalement déclaré 2 des 3 suspects coupables de complot, soutien ou encore possession d'objets en lien avec un acte terroriste. Selon l'enquête, le premier suspect a été en contact étroit avec l'un des terroristes. Un ordinateur avec des vidéos sur le maniement des armes et des appels au djihad avait été retrouvé sur lui. Il aurait également hébergé un des Chebab. Le second, un réfugié somalien au Kenya, lui aussi a échangé plusieurs dizaines d'appels avec des assaillants de Westgate. Le juge a estimé que les preuves étaient suffisantes pour lever le moindre doute. Il prononcera leur peine le 22 octobre prochain. Un troisième accusé a lui été acquitté. Pour rappel, l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya avait fait 67 morts. Enfin, un procès en vue pour Guillaume Soro en Côte d'Ivoire dans une affaire dans laquelle il est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Le dossier va être transmis au procureur général selon RFI.fr. L'ex-président de l'Assemblée nationale en exil en France depuis 9 mois fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. L'accusation concerne aussi une vingtaine de ses proches. En procès devant le tribunal criminel, 46 autres suspects sont aussi poursuivis dans le cadre de l'enquête sur une tentative présumée de coup d'État. Pour 19 d'entre eux, les résultats de l'enquête ont conclu à un non-lieu parmi les accusés. Merci beaucoup Daniel. Et puis en mode sport football, le Sénégal affronte le Maroc après-demain vendredi à Rabat avant d'accueillir les Mourabitounes de la Mauritanie le mardi prochain, 13 octobre. Des matchs qui se joueront sans les stars Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Le sélectionneur Aliou Cissé s'explique sur la convocation de Loum Ndiaye, mais aussi sur l'absence du Massin Ibrahim Magnane qui marche très fort en ce moment. L'ex-pensionnaire de Génération Foot en est à 6 buts actuellement en Ligue 1 française. Suivons Aliou Cissé, sélectionneur national. Faire ça parce qu'il y aura des matchs peut-être officiels, comme ça a été le cas durant la CAN, le premier match contre la Tanzanie, on n'avait pas joué avec Sadio Mané. Et puis la finale, malheureusement, on n'a pas pu jouer aussi avec Kalidou Koulibaly. Donc il faut se préparer aussi, peut-être par blessure, je ne le souhaite pas, d'un Sadio Mané qui sera indisponible avec l'équipe nationale ou bien d'une suspension de Kalidou Koulibaly. Donc c'est l'occasion, si vous voulez, de donner l'opportunité aussi à d'autres garçons qui viennent de découvrir la tanière, de montrer de quoi ils sont capables. J'ai lu ça quelque part que j'avais pris Loum Ndiaye pour remplacer Sadio Mané. Non, ce n'est pas ça la vérité. Je crois qu'aujourd'hui, celui que j'ai remplacé, j'ai envie de dire, c'est plutôt Kalidou Koulibaly. Dans la mesure où, au départ, j'avais choisi Cheikhou Kouyaté pour jouer dans le milieu et que Cheikhou est capable aussi de jouer derrière, du fait que Koulibaly n'est plus là. Donc j'ai décidé de ramener Cheikhou Kouyaté dans l'axe et puis bien sûr sur le plan numérique de rappeler Loum Ndiaye. Mais il n'a jamais été question de changer Sadio Mané par Loum Ndiaye parce qu'à ce poste-là où Sadio Mané joue, on a Opanguet qui est capable d'y jouer, Mamba Batiam est capable de jouer, Ismaïla Sarr est capable de jouer, Sané Diouf est capable de jouer. C'est des garçons qui sont en train de faire de très bonnes choses, que ce soit Youssouf Badi aussi à Bruges. C'est des garçons qui sont en train de progresser, de marquer des buts. Et je pense que ça, c'est très bien. Mais à ce poste-là, il y a beaucoup de concurrence aussi. Donc je ne peux pas non plus constituer une équipe qu'avec des attaquants. Quand attaquant de pointe, on a Habib Diallo, on a Boulaye Dia, Mamba Batiam est capable de jouer là-bas, on a Famara Diédou. Donc je trouve que c'est beaucoup. Mais je crois qu'il faut continuer à les suivre, les encourager. Les réalités du mois d'octobre, c'est ça, dans le groupe, avec le groupe que j'ai constitué. Au mois de novembre, d'autres réalités seront là. L'équipe nationale, en tout cas, est ouverte. Et le match contre le Maroc se jouera au complexe sportif Moulay Abdellah. Il s'agit du prince Moulay Abdellah à Rabat, au Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré. Vous recevez l'opposant